Une espèce, une histoire. Un podcast, une aventure. Protégé, menacé, mal aimé, extraordinaire. Préjugé, dénigré, apprendre, découvrir, partager, ensemble. De la nature à nous, de nous vers la nature. Voix sauvage, donnons la parole aux vivants. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Voix sauvage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une espèce végétale que tout le monde connaît, la ronce. La ronce commune, ronce ligneuse ou encore ronce bertrand, de son nom scientifique Rubus fruticosus, est une espèce largement répandue en France. Cette espèce que l'on trouve facilement en Dordogne est l'une des plus grandes mal-aimées que je connaisse. En effet, elle a tendance à se développer très rapidement parce que la ronce a deux façons de s'étendre. La première façon qu'utilise la ronce pour se développer est celle avec ses graines. La ronce fait de jolies fleurs blanches ou rosées qui sont pollinisées par des insectes. Grâce à l'action de ces insectes pollinisateurs, les fleurs se transforment en mûres que les oiseaux ou les humains prennent plaisir à manger. La ronce constitue donc une importante source de nourriture pour les insectes et pour les oiseaux. La seconde façon de reproduction de la ronce est une méthode efficace que l'on peut facilement observer au pied des ronciers, le marcottage. Le marcottage, c'est une technique qui fait que les tiges qui touchent le sol vont développer des racines et donner naissance à un nouveau plant. Ces deux moyens de reproduction font que la ronce se développe vite et peut prendre beaucoup de place, d'où le fait qu'elle est mal aimée. Mais saviez-vous qu'elle est très importante pour les écosystèmes ? En effet, la ronce que l'on peut trouver un peu partout, dans les forêts, les prairies, au bord des champs, dans votre jardin ou même dans les parcs, est très bénéfique pour la biodiversité. En plus d'être très utile pour les insectes pollinisateurs, elle offre un habitat important pour les petits mammifères comme les hérissons. Les ronciers permettent aussi aux petits oiseaux de trouver refuge. Tendez l'oreille près d'un roncier, vous entendrez certainement le beau chant mélodieux du rossignol qui chante à l'abri des regards, ou encore les merles et petits rouge-gorge qui aiment nicher et élever leurs oisillons dans ces antres impénétrables à l'abri des prédateurs. Après vous avoir présenté globalement la ronce, je vais laisser la parole à Enzo Vignon qui nous a accueillis dans les bureaux de la LPO Dordogne pour vous parler un peu plus de la ronce et de ses avantages. Le roncier est un habitat sur lequel nous on met la lumière, qu'on cherche à préserver, parce qu'en effet, un beau roncier bien fourni, c'est un abri pour tout un tas de petits mammifères, de petits oiseaux. C'est une ressource alimentaire extrêmement intéressante pour les insectes, notamment lorsque les fleurs arrivent. En plus, il faut savoir que c'est une espèce à floraison tardive, donc elle a des fleurs à un moment de l'année où très peu d'autres espèces en ont, ce qui permet d'assurer une continuité dans la ressource alimentaire tout au long de l'année. Et ça, c'est assez important, de plus en plus d'ailleurs, d'avoir des ressources alimentaires en fin de saison, à partir du mois de juillet, août, septembre, octobre, puisqu'avec le réchauffement climatique, les espèces ont tendance à étendre leur période de vol, période de vie de plus en plus tard en saison. Et donc s'ils n'ont pas de ressources alimentaires en face, et ben forcément ils vont continuer à se développer, mais ils vont pas forcément réussir à survivre. Donc c'est un espace qui est très important, puis qui derrière génère des fruits qui servent à énormément d'espèces, que ce soit des oiseaux, que ce soit des mammifères, que ce soit des insectes. Vous avez quelques exemples d'espèces qui sont dépendantes ou semi-dépendantes des ronciers ? Donc oui, il y a des espèces qui sont inféodées et qu'on retrouve particulièrement dans les ronciers. Donc il y en a qui sont même strictement inféodées aux ronces. Le tècle de la ronce, qui est un petit papillon qui, comme son nom l'indique, va se nourrir, pondre exclusivement sur les ronces. Donc si vous n'avez pas de ronces, vous n'avez pas cette espèce-là qui est présente. Et après, de manière un petit peu plus large, il y a énormément d'espèces qui ils sont pas inféodés directement, mais qui vont rechercher ce genre d'habitat très broussailleux, très buissonnant avec des épines. Les fauvettes vont énormément apprécier ce genre de grands tas de ronces, puisque c'est des oiseaux qui sont à la fois insectivores, donc qui vont pouvoir manger tous les petits insectes qu'on va retrouver sur la ronce, et qui sont aussi capables de manger des baies, donc qui vont se nourrir de mûres quand les insectes se feront un peu plus rares en fin de saison. Les merles, qu'on retrouve énormément dans les ronces, dans les fourrés. On peut retrouver des rouges-gorges, toutes les espèces des grives, toutes les espèces qui vont rechercher des zones un peu broussailleuses, un peu plus de végétation un peu plus basse pour pouvoir faire leur nid et qui vont chercher une protection.
Et on a aussi des espèces de mammifères qui sont fortement inféodés. Le hérisson, par exemple, pour lui, un tas de ronces, c'est à la fois un gîte pour y dormir, c'est un endroit dans lequel il va trouver des insectes pour se nourrir, et donc c'est un écosystème qui est vraiment très important. Et on le voit, quand vous vous promenez, regardez un petit peu ce qui vole, écoutez le bourdonnement qu'il y a à côté d'une belle ronce bien développée, vous verrez que c'est plein de vie et c'est très riche. Voilà. Malheureusement, c'est une espèce qui en effet a une mauvaise réputation, de par le fait qu'elle pique, de par le fait que c'est une espèce qui, lorsqu'elle commence à prendre de la place, peut être un petit peu compliquée à gérer. Ça, c'est des problématiques sur lesquelles il faut réfléchir. Comment on fait pour gérer? Dans quel espace est-ce que ça ne nous dérangera pas et on peut les laisser pousser? Dans quel espace est-ce que si on se laisse envahir, ça va devenir vraiment trop contraignant? Et donc du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est plutôt de vouloir la contenir légèrement. Mais en fait, une fois, on va se laisser déborder et du coup, on va finir par tout arracher. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille. L'idée, c'est de toujours chercher la conciliation et le bon compromis entre ce qui nous est acceptable et l'idéal pour la nature. Il vaut mieux faire des gestes petit à petit plutôt que de vouloir trop en faire d'un coup. En général, c'est un coup à se dégoûter et du coup à ne plus rien faire derrière. Donc voilà, typiquement quand on travaille avec des agriculteurs qui ont des ronciers sur des parcelles, on travaille avec eux sur quels sont les passages des tracteurs, quelles sont les zones de clôture où il y a du jus par exemple qui passe et où là ça demande un entretien important. Donc ces zones-là, peut-être éviter de trop développer la ronce, et au contraire des zones peut-être en milieu de champ ou des zones un petit peu plus en bordure de parcelles qui sont des zones moins productives sur lesquelles ils ont moins tendance à aller. Là pour le coup laisser une part plus importante et laisser les ronciers se développer, c'est le genre de choses qui se font très bien. Vous avez beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ces démarches-là ? Oui, alors on a plusieurs programmes sur lesquels on travaille. En général, on travaille avec des groupes entre 8 et 10 agriculteurs, sachant que des programmes de ce type-là, on en décline depuis 2020. On en a décliné 4 différents, donc ce qui fait déjà une quarantaine d'agriculteurs. Plus d'autres agriculteurs avec lesquels on travaille de manière un peu plus ponctuelle, dans le cadre de suivi d'espèces qui peuvent nicher dans leurs parcelles par exemple, où on va protéger et du coup on travaille avec eux aussi sur la prise en compte de la biodiversité de manière un peu plus informelle par des échanges. Si on prend en compte ces agriculteurs-là, il faudrait faire le compte, mais je pense qu'on peut dire qu'on est en contact régulier avec une cinquantaine d'agriculteurs assez facilement sur le territoire. Et ça se passe très bien, c'est important de le dire. En général, quand on leur explique ce qu'il y a chez eux et que on prend le temps d'écouter quelles sont leurs contraintes aussi, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et à faire en sorte que ça s'améliore. Et pour l'instant, les territoires sur lesquels on a travaillé, on a toujours eu une amélioration des pratiques derrière, parce que souvent, il y a plein de petites pratiques qui, en fait, sont pas si coûteuses que ça à faire pour les agriculteurs. Ils ont juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur dire que telle pratique est importante pour telle espèce, parce que eux, c'est pas leur métier, donc ils n'ont pas forcément cette vision-là. Donc c'est pour ça que c'est important. Et à l'inverse, nous, on n'est pas agriculteurs, on n'a pas leurs compétences, on n'a pas leurs connaissances sur leur travail de production agricole. Donc des fois, nous, on peut avoir des images ou des idées de choses qui en fait sont pas réalisables ou réalistes par rapport à eux, leurs contraintes. Donc vraiment, c'est l'idée d'avoir ce dialogue pour que chacun apporte ses compétences et ses connaissances et qu'on trouve des solutions en bonne intelligence. Ça fonctionne très bien. Surtout dans le contexte actuel, avec l'adoption de la loi agricole, qui, nous, pour le coup, en Dordogne, on a des preuves, on a des exemples que c'est tout à fait possible de concilier agriculture et préservation de la biodiversité, voire même, j'irais même jusqu'à dire que c'est indispensable. C'est deux choses qui sont beaucoup trop liées et connectées pour ne pas prendre en compte les deux en même temps, que ce soit la biodiversité a besoin des agriculteurs, les agriculteurs ont besoin de la biodiversité, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Merci à Enzo d'avoir pris le temps d'échanger avec l'équipe de Voix Sauvage. Cet échange a été très intéressant pour nous. On espère que pour vous aussi cela vous a plu et que votre vision de la ronce aura changé après cet épisode. À bientôt avec Voix Sauvage.